On dit souvent que l'argent fait du bruit, mais que la véritable richesse, elle, murmure, une vérité qu'Isabelle, Bella, Lefebvre allait découvrir de la manière la plus brutale et la plus magnifique qui soit lors d'une soirée pluvieuse de novembre à Paris. Bella pensait que ce n'était qu'un autre service du mardi soir à l'Épicurien, le restaurant le plus exclusif et le plus prétentieux du 8e arrondissement, un endroit où l'air lui-même semblait coûter cher, imprégné d'effluves d'huile de truffe blanche, de cognac centenaire et d'une peur sourde et omniprésente. Elle avait désespérément besoin des pourboires, non pas pour s'acheter des vêtements ou sortir, mais pour sauver la vie de sa petite sœur, Chloé, dont les traitements médicaux expérimentaux n'étaient pas couverts par la sécurité sociale et coûtaient une fortune que Bella peinait à imaginer. Mais lorsque Vanessa Delacour, une mondaine chaotique à l'ego incrusté de diamants, franchit les portes tournantes en verre fumé, la vie de Bella ne devint pas simplement plus difficile, elle fut anéantie, car Vanessa pensait que l'humiliation du personnel de service était un sport national, ignorant totalement que le vieil homme discret assis dans un coin sombre, sirotant une infusion bon marché, ne faisait pas que regarder, il jugeait, et il détenait le pouvoir de mettre fin au monde entier. De Vanessa avec un simple coup de téléphone. L'atmosphère à l'intérieur de l'Épicurien était lourde, les lustres en cristal de baccarat projetaient des éclats de lumière froide sur les nappes en lin immaculé, et Bella ajusta le col de son uniforme blanc rigide qui lui sciait le cou, un rappel constant de la pression suffocante qui pesait sur ses épaules, vérifiant son reflet dans le laiton poli de la station de service où des cernes profonds hantaient ses yeux, mal dissimulés par un anti-cerne de supermarché qui ne correspondait pas à sa peau pâle d'hiver. La table 4 est libre, Bella, siffla Pierre, le maître d'hôtel, en claquant des doigts avec une impatience méprisante, Pierre étant un homme qui croyait fermement que la gentillesse était un défaut génétique réservé aux pauvres, ajoutant d'un ton acerbe de remettre son tablier en place car elle ressemblait à quelqu'un qui venait de lutter avec un chien errant. Oui, Pierre, désolé, murmura Bella en lissant le tissu, n'ayant plus l'énergie de riposter, car tout ce qui occupait son esprit était la facture posée sur le comptoir de sa minuscule cuisine dans son studio de banlieue à Saint-Denis, une facture de la clinique des Lilas d'un montant total de 12 400 €, représentant seulement l'acompte pour le traitement rénal de sa jeune sœur Chloé. Une somme qui pour Bella équivalait à la dette nationale. Bella souleva son plateau en argent massif, lourd comme tout le reste à l'Épicurien, ce joyau de la gastronomie situé au 50e étage d'une tour fictive mais imposante de la Défense, un endroit où une bouteille d'eau minérale coûtait plus cher que le salaire horaire de Bella. Et ce soir-là, l'atmosphère était particulièrement tendue car la rumeur circulait en cuisine qu'un VIP était attendu, pas une star de cinéma ou un politicien, car ils en recevaient tous les soirs, mais de la vieille fortune, le genre d'argent qui avait bâti les chemins de fer et possédait des ministres. Garde la tête basse, chuchota Marco, le sous-chef, en dressant une assiette de foie gras qui coûtait 250 €. J'ai entendu dire que la famille de la cour est en ville, et s'ils viennent, ne respire pas à moins qu'ils ne te donnent la permission. Bella hocha la tête, l'estomac noué, et s'avança sur le sol, l'épaisse moquette en velours rouge absorbant le bruit de ses chaussures noires sensées, le restaurant étant tamisé, éclairé par ses lustres qui ressemblaient à des feux d'artifice gelés. À la table du coin, la table 9, était assis un homme âgé, seul, ce qui était inhabituel pour l'Épicurien où les gens venaient pour être vus, portant un costume propre mais démodé, un style d'il y a 20 ans, lisant un livre de poche à la reliure craquelée et n'ayant rien commandé d'autre qu'une théière de thé Earl Grey et une petite corbeille de pain. Bella ressentit un élan de sympathie pour lui, car il ressemblait à un grand-père attendant une famille qui ne viendrait peut-être jamais. Alors elle s'approcha pour remplir son verre d'eau, demandant avec une voix authentique si tout allait bien et si elle pouvait lui apporter autre chose, abandonnant l'accent guindé que Pierre les forçait à utiliser. Le vieil homme leva les yeux, révélant un regard d'un bleu glacial perçant caché derrière d'épaisses lunettes, sourit, et les rides autour de ses yeux se creusèrent alors qu'il répondait qu'il allait très bien, profitant simplement de la vue qui avait beaucoup changé depuis sa dernière visite ici. C'est une vue magnifique, convint Bella en regardant par les baies vitrées la grille tentaculaire de Paris scintillant sous la pluie, ajoutant que sa sœur adorait les lumières et disait qu'elle ressemblait à des étoiles tombées sur terre. « Votre sœur a l'âme d'une poète », dit l'homme doucement en jetant un coup d'œil à son badge, notant qu'Isabelle était un nom fort et biblique. Puis il demanda si elle faisait un double service ce soir-là. « Je le fais », admit elle, surprise qu'il ait remarqué, expliquant que les factures médicales ne se payaient malheureusement pas toutes seules. Le vieil homme hocha lentement la tête, trempant un morceau de pain dans son thé, confirmant que non, elle ne se payait certainement pas toute seule, et ajouta qu'elle était une bonne sœur et que la diligence était une vertu souvent récompensée. Bella, la voix de Pierre coupa l'air comme un fouet, il se tenait près du pupitre d'accueil, la foudroyant du regard, aboyant que la table 4 l'attendait maintenant. Bella tressaillit et s'excusa auprès du vieil homme, lui souhaitant de profiter de son thé avant de se précipiter vers l'entrée juste au moment où les lourdes portes en acajou s'ouvraient à la volée. L'énergie dans la pièce changea instantanément, les conversations s'arrêtèrent, les têtes se tournèrent, car entrant dans la pièce se trouvait un trio de femmes qui semblaient avoir été fabriquées dans un laboratoire dédié à la beauté intimidante, mené par une femme que Bella reconnut des couvertures de magazines People et des fils Instagram, Vanessa Delacour. Elle avait 23 ans,
était blonde et portait une robe rouge Versace qui coûtait probablement plus cher que toute l'éducation de Bella. Et Vanessa ne marchait pas, elle rôdait, avec à son bras un sac Birkin en peau de crocodile albinos, suivi de ses deux amies, ou plutôt ses sbires, Jessica et Chloé, toutes deux défilant sur leur téléphone avec un air ennuyé. Vanessa s'arrêta au pupitre d'accueil, regarda Pierre sans dire un mot, se contentant de lever un sourcil parfaitement dessiné. Mademoiselle de la cour, Pierre fondit pratiquement en une flaque de servilité obséquieuse, bégayant qu'ils ne l'attendaient pas mais qu'ils étaient honorés, vraiment honorés. Je n'ai pas réservé parce que je ne pensais pas en avoir besoin, dit Vanessa, sa voix assez forte pour traverser la pièce, exigeant la place près de la fenêtre, l'alcôve privée. Pierre blêmit, expliquant que la table une était actuellement réservée, mais Vanessa l'interrompit en disant qu'elle se fichait de savoir pour qui elle était réservée, à moins que ce ne soit le président, et même alors elle s'attendrait à ce qu'il bouge, claquant sa gomme en ordonnant de les déplacer maintenant. Pierre paniqua, regarda autour de la salle, et ses yeux se posèrent sur Bella, lui saisissant le bras avec une poigne qui meurtrissait, ordonnant de dresser la table une immédiatement, de dégager quiconque s'y trouvait et de les déplacer vers le fond. Mais Pierre, chuchota Bella, le couple à la table une célèbre son 50e anniversaire de mariage, ils ont réservé il y a 6 mois. Est-ce que j'ai l'air de me soucier de leur anniversaire, siffla Pierre, la sueur perlant sur son front, rappelant que c'était Vanessa de la cour, que son père était en train d'acheter l'immeuble d'en face, et que si elle n'était pas contente, ils seraient tous virés. Bella avala la boule d'injustice dans sa gorge, se disant qu'elle devait le faire pour Chloé, et se dirigea vers le couple âgé à la table une, s'excusant profusément, la honte brûlant ses joues alors qu'elle les déplaçait vers une petite table près des portes battantes de la cuisine. Vanessa observa toute la scène avec un sourire en coin, ne disant même pas merci alors qu'elle s'asseyait sur le siège fraîchement libéré, jetant son sac en crocodile sur la table et renversant une salière. Enfin, soupira Vanessa en regardant ses amis, le service dans cette ville se dégrade. J'ai dû attendre près de 30 secondes. Bella s'approcha de la table, son carnet prêt, prenant une profonde inspiration car elle savait que la nuit serait longue. Bonsoir mesdames, dit Bella en forçant un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, bienvenue à l'épicurien. Je m'appelle Bella et je m'occuperai de vous ce soir. Puis-je commencer par vous servir de l'eau pétillante? Vanessa l'interrompit sans lever les yeux de son téléphone où elle tapait furieusement, précisant qu'elle ne voulait pas de cette ordure domestique mais de la Voss importée, refroidie à exactement 7 degrés, et d'apporter un seau à glace mais sans mettre la glace dans l'eau car elle détestait quand cela diluait la minéralité. Bien sûr, dit Bella en le notant, demandant ce qu'il en était pour les autres. Pareil, répondit Vanessa pour elle, et ordonna d'apporter la carte des vins, la liste de réserve, pas celle qu'il donnait aux touristes. Bella hocha la tête et s'éloigna précipitamment, les mains tremblant légèrement, se dirigeant vers le bar où le barman, un homme empathique nommé Tom, lui lança un regard de pitié en demandant si c'était la table de la cour. Oui, bonne chance, dit Tom. La dernière fois qu'elle est venue, elle a fait pleurer un serveur parce que sa cravate était trop bleue. Bella attrapa l'eau et le lourd livre relié en cuir contenant les millésimes rares, retournant à la table où Vanessa et ses amis riaient bruyamment, prenant des selfies avec le flash activé, aveuglant les autres dîneurs. Bella posa soigneusement les verres d'eau et commença à verser. Arrêtez, hurla Vanessa, et tout le restaurant redevint silencieux. Bella se figea, la bouteille planant au-dessus du verre. Qu'est-ce que vous faites? Demanda Vanessa en regardant Bella comme si elle était un cafard qui avait rampé sur la nappe. Je versais votre eau, mademoiselle de la cour, bégaya Bella. J'ai dit refroidi, siffla Vanessa, tendant la main pour toucher la bouteille avec un doigt manucuré, déclarant que c'était à température ambiante et demandant si Bella pensait qu'elle était un animal pour boire de l'eau tiède comme une paysanne. Je m'excuse, dit Bella, le cœur battant, je viens de la sortir du frigo, elle a peut-être. Je ne veux pas d'excuses, coupa Vanessa, je veux de la compétence. Emportez ça et apportez-moi une bouteille de domaine de la Romanée Conti 1990. Peut-être que si je suis ivre je ne remarquerai pas à quel point le personnel est incompétent. Bella sentit les larmes piquer ses yeux mais les refoula, retira les bouteilles d'eau et, en retournant vers la cuisine, passa devant la table neuve où le vieil homme au costume démodé observait, ayant posé son livre, son expression indéchiffrable mais son regard fixé sur Vanessa de la cour. De retour en cuisine, Pierre hyperventilait en apprenant qu'elle voulait la DRC 90, une bouteille à 25 000 €. Elle l'a demandé, dit Bella en s'appuyant contre le comptoir pour reprendre son souffle. Eh bien, apportez-la lui et utilisez les gants blancs, ne touchez pas la bouteille avec vos mains nues, ordonna Pierre. Bella enfila les gants en coton blanc, se sentant comme un mime dans un film d'horreur, et porta la bouteille poussiéreuse et incroyablement chère jusqu'à la salle, présentant l'étiquette à Vanessa. Romanée Conti 1990, annonça Bella doucement. Vanessa y jeta à peine un coup d'œil, ordonnant de l'ouvrir sans émietter le bouchon sinon elle la renverrait. Bella utilisa soigneusement le tire-bouchon, le bouchon étant vieux et fragile, travaillant avec la précision d'un chirurgien jusqu'au « pop » parfait de l'ouverture, puis versa une petite quantité de dégustation dans le verre de Vanessa.
Vanessa le fit tourner, le renifla, prit une gorgée, pinça les lèvres, le fit circuler en bouche, et puis, à l'horreur de tous, le recracha dans le verre. Il est bouchonné, déclara Vanessa bruyamment. Le sommelier, qui rôdait à proximité, s'avança, l'air terrifié, assurant à mademoiselle de la cour que cette bouteille avait été conservée à température contrôlée depuis. « Me traitez-vous de menteuse ?» Vanessa se leva, sa chaise raclant bruyamment contre le sol, dominant Bella de toute sa hauteur. « Ça a un goût de vinaigre, c'est gâté, tout comme le service ici. »« Mademoiselle de la cour, » dit Bella, la voix tremblante mais ferme, « je peux ouvrir une autre bouteille mais… » « Je ne veux pas d'une autre bouteille, » hurla Vanessa, saisissant le verre de vin à 25 000 €. « Je veux savoir pourquoi cet endroit engage des déchets incompétents qui servent des ordures aux clients payants. » Puis elle regarda Bella de haut en bas, ses yeux s'arrêtant sur les chaussures de Bella, des chaussures antidérapantes standard légèrement éraflées par des mois de double service. « Regardez-la, » ria Vanessa en se tournant vers ses amis. « Regardez ces chaussures, on dirait quelque chose qu'on achèterait dans un bac de solde chez Emmaüs. Mon chien dort sur un meilleur cuir que ça. » Chloé et Jessica gloussèrent. « Oh mon Dieu, V, tu es si méchante, » titilla Chloé. « Je suis juste honnête, » ricana Vanessa, se tournant vers Bella pour demander combien on la payait ici, 10 € de l'heure, et si elle gagnait même assez pour s'acheter du savon parce qu'elle sentait le stress et la pauvreté. La cruauté était si inutile, si viscérale que Bella sentit le souffle lui être coupé, pensant à Chloé allongée dans un lit d'hôpital, branchée à une dialyse, pensant aux nuits passées à dormir dans le bus parce qu'elle était trop fatiguée pour marcher jusqu'à chez elle. « Je travaille dur, » dit Bella d'une voix calme, « j'essaie juste de faire mon travail. »« Eh bien vous échouez, » dit Vanessa, saisissant la bouteille de vin ouverte sur la table, « laissez-moi vous aider à nettoyer votre acte. » Avant que Bella ne puisse réagir, Vanessa inclina la bouteille, et le vin rouge foncé et collant se déversa, non pas dans un verre, mais sur Bella, éclaboussant son uniforme blanc, imbibant le tissu instantanément, dégoulinant le long de son tablier, tachant ses gants blancs et formant une flaque autour de ses chaussures bon marché. Le restaurant devint mortellement silencieux. « Oups !» dit Vanessa en laissant tomber la bouteille vide sur la table avec un bruit sourd, « ma main a glissé, mais honnêtement, cet uniforme est mieux en rouge, il cache le tissu bon marché. » Bella restait là, le vin froid traversant sa peau, tremblant non pas de froid mais d'une humiliation si profonde qu'elle ressemblait à une brûlure. Elle regarda autour d'elle, les autres dîneurs fixaient la scène, bouche bée. Pierre était figé dans le coin, trop lâche pour intervenir. Mais alors, une chaise racla contre le sol, et à la table 9, le vieil homme se leva. Il ne ressemblait plus à un grand-père fragile, il se tenait droit, les épaules carrées, enleva ses lunettes et les posa sur la table à côté de son livre de poche bon marché, commençant à marcher vers la table de Vanessa, ses pas lents, mesuré et terriblement silencieux. « Excusez-moi, » dit le vieil homme, sa voix n'étant pas forte mais portant une autorité étrange et lourde qui faisait vibrer l'air. Vanessa se retourna, rejetant ses cheveux en arrière, toisa le vieil homme de haut en bas, notant son costume démodé et ses chaussures éraflées, et éclata de rire en demandant qui il était, avec un sourire cruel jouant sur ses lèvres, demandant si c'était le concierge venu éponger le désordre. Le vieil homme ne sia pas, suggérant qu'elle s'excuse immédiatement auprès de cette jeune femme. Les yeux de Vanessa s'écarquillèrent, elle regarda ses amis puis éclata de rire, demandant qui il était pour lui dire quoi faire et s'il savait qui elle était. « Je sais exactement qui vous êtes, » dit le vieil homme. « La question est, Vanessa, avez-vous la moindre idée de qui je suis ?» Vanessa de la cour fixa le vieil homme, sa bouche se tordant en un sourire de pure incrédulité, le silence dans le restaurant étant lourd, le genre de silence qui précède une catastrophe naturelle. « Ai-je la moindre idée de qui vous êtes ?» répéta Vanessa, sa voix perçante d'amusement, se tournant vers ses sbires, Chloé et Jessica, demandant si elles avaient entendu ça, que papy ici pensait être célèbre, demandant s'il était un gritteur retraité de chez Carrefour ou s'il avait inventé les moutons de poussière. Les filles cactèrent, le son grinçant et cruel. Le vieil homme tint bon, il n'éleva pas la voix, ne serra pas les poings, ajusta simplement sa manchette, disant qu'il lui donnait une chance, jeune fille, de s'excuser auprès de Bella, de nettoyer le désordre qu'elle avait fait, et peut-être, juste peut-être, qu'elle serait l'autoriser à finir son repas. Le rire de Vanessa mourut brusquement, ses yeux se plissant en fente, n'étant pas habituée à ce qu'on lui dise non, et encore moins à être menacée. « Écoutez-moi, espèce de vieille chauve-souris sénile », cracha Vanessa en s'approchant, envahissant son espace personnel. « Mon père est Richard de la Cour, il possède les industries de la Cour, il a fait 3 milliards le trimestre dernier, il pourrait acheter cet immeuble, le brûler et construire un parking dessus juste pour le plaisir, et vous, vous portez un costume qui sent la naphtaline, vous n'êtes rien. » Elle se tourna vers le gérant, Pierre, qui tremblait actuellement comme une feuille dans un ouragan, hurlant pourquoi cette racaille respirait encore son air, ordonnant de le sortir d'ici et de sortir aussi cette chienne mouillée de serveuse de sa vue car elle gâchait son appétit. Pierre passa à l'action, poussé par la terreur de perdre son emploi, se précipitant, se positionnant entre Vanessa et le vieil homme,
tournant le dos au vieil homme et lui faisant face avec un rictus qu'il réservait aux gens qu'il jugeait sans importance. « Monsieur, dit Pierre, sa voix dégoulinant de fausse politesse, je vais devoir vous demander de partir. Vous dérangez nos clients VIP. » Bella, bien que trempée de vin collant et frissonnante, s'avança, suppliant Pierre de ne pas faire ça, disant qu'il n'avait rien fait et qu'il la défendait juste. « Tais-toi, Bella, claqua Pierre, tu es viré, prends tes affaires et sors, et vous, il pointa un doigt tremblant vers le vieil homme. Partez maintenant ou j'appelle la sécurité, nous ne permettons pas le harcèlement à l'épicurien. L'injustice était physiquement douloureuse. Bella sentit un sanglot étrangler sa gorge, regarda le vieil homme, cet étranger bienveillant qui avait essayé de l'aider et ressentit une vague de culpabilité. « S'il vous plaît, monsieur, chuchota Bella au vieil homme, touchant doucement son bras, sa main revenant mouillée du vin qu'il avait éclaboussé. Partez simplement, ça n'en vaut pas la peine. Elle gagne, les gens comme elle gagne toujours. » Le vieil homme regarda Bella, son expression s'adoucit, la glace dans ses yeux bleus fondant en un bassin de tristesse, disant qu'il gagnait parce que les hommes bons ne faisaient rien et qu'il était fatigué de ne rien faire. Il retira doucement la main de Bella de son bras, puis regarda Pierre, demandant s'il licenciait cette jeune femme parce qu'elle avait été agressée par une cliente. « Je la licencie parce qu'elle est incompétente et attire les problèmes, » mentit Pierre, désespéré de plaire à Vanessa, ordonnant maintenant de sortir. « Très bien, » dit le vieil homme, atteignant la poche intérieure de sa veste. « Il a un flingue » hurla Chloé en plongeant sous la table. Mais le vieil homme ne sortit pas d'arme, il sortit un téléphone. Pas le dernier iPhone ni un smartphone plaqué or, mais un ancien BlackBerry, le genre qui n'avait pas été vendu en magasin depuis une décennie. Vanessa rit à nouveau, se relaxant, se moquant de cette brique, demandant si cette chose avait même Internet et qu'il appelait le 19e siècle. Le vieil homme l'ignora, ouvrit le téléphone d'un pouce exercé et composa un numéro de mémoire, ne regardant pas l'écran, portant le téléphone à son oreille et attendant, une sonnerie, deux sonneries. « Richard » dit le vieil homme dans le téléphone. Vanessa se figea, le nom de son père était Richard, mais sûrement, il y avait des millions de Richard. « Oui » continua le vieil homme, sa voix calme, conversationnelle, disant qu'il était à Paris, qu'il avait décidé de passer à l'épicurien pour un dîner tranquille et voir comment se portait la nouvelle direction, puis il fit une pause, écoutant. « Non, Richard, le dîner ne se passe pas bien, » dit le vieil homme, ses yeux se verrouillant sur le visage de Vanessa, expliquant qu'il avait rencontré un petit problème de nuisible, une jeune femme, blonde, portant une robe rouge beaucoup trop serrée, qui prétendait être sa fille. Le visage de Vanessa devint blanc, le sang se retirant de ses joues si vite qu'on aurait dit qu'elle allait s'évanouir. « Oui, » dit le vieil homme, « elle exige actuellement que le gérant me jette dehors. Elle vient aussi de verser une bouteille de vin à 25 000 € sur un membre du personnel. Elle dit que tu as fait 3 milliards le trimestre dernier. Est-ce exact, Richard ?» La pièce était mortellement silencieuse. Même les chefs en cuisine avaient arrêté de cuisiner pour écouter. « Je vois, » dit le vieil homme. « Eh bien, Richard, je pense que tu as besoin de lui parler. Elle semble avoir l'impression qu'elle possède l'endroit. Je pense qu'il est temps que nous corrigions ce malentendu. Je la mets sur haut-parleur. » Le vieil homme tendit l'ancien téléphone vers Vanessa, sa main stable comme un roc. Vanessa fixa le téléphone comme si c'était une bombe. Ses mains tremblaient alors qu'elle tendait la main pour le prendre, ne voulant pas le faire, mais le regard dans les yeux du vieil homme ne lui laissa pas le choix. « Cher papa » chuchota-t-elle dans le haut-parleur. La voix qui rugit du minuscule haut-parleur était si forte qu'elle distordit l'audio. C'était la voix de Richard Delacour, un homme connu pour son tempérament, mais actuellement, il semblait terrifié. « Vanessa, as-tu perdu la tête » hurla Richard. « Sais-tu à qui tu parles ?»« C'est juste un vieux type, papa » pleura Vanessa, des larmes de panique se formant. « Tais-toi » beugla Richard. « Ce n'est pas juste un vieux type, c'est Elias Thorne, c'est le président du conseil. Vanessa, il possède la banque qui détient mes prêts, il possède le terrain sur lequel ton appartement est construit, il possède la tour souveraine dans laquelle tu te trouves en ce moment même. » Bella halta, couvrant sa bouche de sa main. Elias Thorne, le nom était légendaire. C'était le fantôme de la bourse, un milliardaire reclus qui n'avait pas été photographié en public depuis 15 ans, l'actionnaire majoritaire du conglomérat qui possédait l'épicurien, l'hôtel et la moitié de la ligne d'horizon. Vanessa venait de verser du vin sur et d'insulter le patron du patron de son père. « Repasse-le-moi » hurla Richard. « Maintenant. » Vanessa rendit le téléphone à Elias, ses mains tremblant si violemment qu'elle faillit le laisser tomber. Elias remit le téléphone à son oreille, expliquant calmement que sa fille avait ruiné son costume, ruiné le tapis et ruiné l'uniforme de cette jeune serveuse. Il écouta un instant. « Non, Richard, des excuses ne suffiront pas, » dit Elias froidement, rappelant qu'il revoyait le bail des industries de la cour la semaine prochaine et qu'il pensait devoir reconsidérer les termes, n'aimant pas faire affaire avec des familles qui manquent de discipline. « S'il te plaît, Elias. » La voix de Richard était minuscule et désespérée. « Je vais gérer ça, je vais lui couper les vivres, ne retire pas le financement. »« Nous verrons, » dit Elias. « Au revoir Richard. » Et il referma le téléphone d'un coup sec,
le son résonnant comme un coup de feu. Pendant 10 secondes, personne ne bougea. Vanessa avait l'air d'avoir été giflée, son arrogance s'était évaporée, remplacée par une peur brute et pure, sachant comment son père était quand il perdait de l'argent, et elle venait de lui coûter potentiellement des milliards. Pierre, le gérant, hyperventilait, regardant d'Elias à Vanessa à Bella, réalisant qu'il avait misé sur le mauvais cheval, qu'il venait de virer une serveuse pour avoir été agressé par le propriétaire de l'immeuble. Elias Thorne sortit lentement un mouchoir de sa poche, essuya une tache de vin sur son revers, regarda Pierre et dit simplement « Vous ». Pierre sursauta, bégayant ses excuses, disant qu'il ne savait pas, que s'il avait su que c'était lui. « Si vous aviez su que c'était moi, vous m'auriez traité avec respect », dit Elias, sa voix basse et dangereuse, « mais parce que vous pensiez que j'étais un moins que rien, vous m'avez traité comme une ordure, ce qui me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur votre caractère. » Elias se dirigea vers la table où Vanessa se tenait encore, tremblante, prit le menu et prononça son nom. « Je suis désolé, Queen Vanessa, je ne savais pas. » « Peu importe que vous ne sachiez pas qui j'étais, dit Elias en se penchant tout près. Ce qui importe, c'est que vous avez traité Bella comme si elle n'était pas un être humain, pensant que l'argent vous rend meilleur qu'elle, mais laissez-moi vous dire quelque chose sur l'argent. Ma chère, j'ai plus d'argent dans les coussins de mon canapé que votre père n'en a dans tout son portefeuille, mais je n'ai jamais, en 80 ans, traité un serveur comme vous venez de le faire. » Il se tourna vers la salle stupéfaite, annonçant que le restaurant était maintenant fermé pour la soirée, à l'exception de la table 9 et du personnel, demandant à tous les autres de partir, leur repas étant offert, puis il regarda Vanessa en disant « Pas vous, vous restez. » Les amis de Vanessa, Chloé et Jessica, attrapèrent leur sac à main, disant qu'elles partaient, mais Elias pointa un doigt, rappelant qu'elles avaient ri, et qu'elles restaient aussi. Terrifiés, les deux amis se rassirent. Elias se tourna vers Bella, disant qu'il croyait qu'elle venait d'être virée. Bella hocha la tête, essuyant ses larmes, disant « Oui, monsieur. » « Bien, » dit Elias, « parce que je ne veux pas que vous travailliez pour cet idiot de Pierre de toute façon. » Il se tourna vers Pierre, demandant ses clés du restaurant et son badge, déclarant qu'il était relevé de son commandement avec effet immédiat et banni de toutes les propriétés Thorne, menaçant de le faire arrêter pour intrusion s'il le revoyait dans cet immeuble. Pierre commença à pleurer, mentionnant sa retraite et ses 10 ans de service. Et en disant « Vous n'avez rien appris sur l'hospitalité », dit Elias, « Sortez. » Pierre posa ses clés sur la table d'une main tremblante et sortit, la tête basse, sa carrière terminée en un instant. Elias se retourna vers Bella, demandant si elle savait gérer une salle. « J'ai été maître d'hôtel pendant 5 ans, monsieur, » dit Bella doucement. « Excellent, ce soir, vous êtes la gérante, et en tant que gérante, vous avez une table très difficile à gérer, » dit Elias en désignant Vanessa et ses amis, notant qu'elles avaient fait un désordre terrible, du vin partout, du verre brisé. Elias sourit, mais ce n'était pas un sourire gentil, c'était le sourire d'un requin. « Vanessa, » dit Elias, « j'ai passé un marché avec votre père, je lui ai dit que je ne retirerais pas son financement s'il acceptait ma punition, et il a accepté instantanément. » Vanessa leva les yeux, le mascara coulant sur son visage, demandant quelle punition. Elias pointa le placard à balai dans le coin de la pièce, indiquant qu'il y avait une serpillière, un seau et une bouteille de javel, rappelant que l'uniforme de Bella était ruiné et le tapis taché, et qu'elle allait nettoyer. « Quoi » halta Vanessa, « je ne peux pas nettoyer, je porte une robe Versace. »« Alors enlevez-la et nettoyez en jupon, » rugit Elias. « Je m'en fiche, vous allez frotter ce sol à 4 pattes jusqu'à ce que Bella soit satisfaite qu'il soit impeccable, et vos amis vous aideront. »« Je ne fais pas ça, » hurla Chloé en se levant. « Alors je m'assurerai que votre père, monsieur Henderson, perde son contrat avec la ville pour le nouveau stade, » dit Elias calmement, précisant qu'il savait aussi qui étaient leurs parents et qu'elle ne devait pas penser être anonyme. Chloé s'assit brutalement. « Maintenant, » dit Elias en se rasseyant à sa table et en reprenant son thé, « au travail, Bella, si elle manque une tâche, faites-le-moi savoir. » Bella restait là, stupéfaite, regardant le seau à serpillière, regardant Vanessa de la cour, la fille qu'il avait tourmentée quelques instants plus tôt, la regardant maintenant avec des yeux terrifiés. Bella se dirigea vers le placard, sortit la serpillière et le seau, le remplit d'eau, retourna à la table et plaça la serpillière devant Vanessa, disant doucement que l'eau était tiède, juste comme elle l'aimait. Vanessa fixa le manche de la serpillière, en plastique gris sale, regarda Elias qui lisait à nouveau son livre, l'ignorant, regarda son téléphone qui explosait de textos de son père disant de faire tout ce qu'il disait ou elle serait coupée du fond fiduciaire. D'une main tremblante, Vanessa de la cour, l'héritière milliardaire, tendit la main et saisit la serpillière. Mais l'histoire n'était pas finie, Elias avait une dernière leçon à enseigner, et elle impliquait quelque chose de bien plus précieux que l'argent. « Attendez, » dit Elias, levant les yeux de son livre juste au moment où Vanessa trempait la serpillière dans l'eau. Vanessa s'arrêta, l'espoir s'enflammant dans ses yeux, demandant s'il avait changé d'avis. « Non, » dit Elias, « je viens de me souvenir de quelque chose, Bella a mentionné sa sœur. Chloé, n'est-ce pas » Bella hocha la tête.
Et vous avez mentionné des factures, dit Elias. Bella, apportez-moi la carte des vins, celle dont Vanessa était si impolie. Bella alla chercher le lourd livre en cuir. Elias l'ouvrit à la page de la Romanée Conti, 25 000 €, musa Elias. Vanessa, vous avez gaspillé une bouteille. Cela signifie que vous l'avez achetée, c'est la politique. Je peux la payer, bégaya Vanessa, j'ai ma carte noire. Oh, vous allez la payer, dit Elias, mais vous ne paierez pas le restaurant. Vous allez faire un chèque tout de suite à la clinique des Lilas au nom de la sœur de Bella, et puisque vous avez gaspillé le vin et que le temps c'est de l'argent, faisons 50 000 € pour le dérangement. La mâchoire de Vanessa tomba. 50 000 €. Faites le chèque, commanda Elias, ou commencez à frotter. En fait, faites les deux. Bella sentit ses genoux faiblir. 50 000 €. Cela couvrirait la compte, les 3 prochains traitements. Cela sauverait Chloé. Elle regarda Elias, des larmes ruisselant sur son visage, disant qu'il n'avait pas à faire ça. Je ne le fais pas, dit Elias en lui faisant un clin d'œil, c'est Vanessa qui le fait. Elle se sent très charitable ce soir, n'est-ce pas Vanessa? Vanessa le foudroya du regard, la haine brûlant dans ses yeux, mais elle fouilla dans son sac et sortit son chéquier. Mais alors que Vanessa se penchait pour frotter le vin du tapis, son bracelet en diamant s'accrocha au tissu, et dans sa frustration, elle tira dessus, le fermoir se brisa, et des diamants s'éparpillèrent sur le sol, roulant sous les tables, disparaissant dans les coins sombres du restaurant. Mon bracelet, hurla Vanessa, il vaut 100 000 €. Elle rampa sur le sol, désespérée, ses mains dans la flaque de vin, chassant les pierres précieuses. Elias l'observa, un air triste sur le visage, disant à Bella de la regarder, qu'elle se souciait plus de ces pierres froides que de la personne qui se tenait devant elle. Puis les portes de la cuisine s'ouvrirent, un homme en sortit, ce n'était pas un serveur ni un cuisinier. Il portait un costume mais ressemblait à un garde du corps, il marcha droit vers Elias et lui chuchota quelque chose à l'oreille. Le visage d'Elias devint sombre, il se leva brusquement, disant à Bella de venir avec lui, de les laisser nettoyer. « Où allons-nous » demanda Bella. « Il y a quelque chose que vous devez voir, » dit Elias, « quelque chose à propos de votre sœur. » Le cœur de Bella s'arrêta, demandant si elle allait bien, si quelque chose était arrivé. « Elle va bien, » dit Elias, mais sa voix était sérieuse, ajoutant qu'il y avait un secret sur sa famille, un secret que ses parents ne lui avaient jamais dit, et que ce soir cela changeait tout. Le trajet dans l'ascenseur privé de la tour souveraine fut silencieux. Bella se tenait à côté d'Elias Thorne, l'esprit en ébullition, portant toujours son uniforme taché de vin, collant et inconfortable, mais l'adrénaline qui courait dans ses veines l'engourdissait au froid. Lorsque les portes s'ouvrirent, elle ne menait pas au hall, mais à un garage privé où une Rolls-Royce fantôme noire et élégante attendait, son moteur ronronnant comme un félin au repos. « Montez » dit Elias doucement, désignant la porte ouverte tenue par un chauffeur. Monsieur Thorne, bégaya Bella, hésitant, disant qu'elle avait vraiment besoin d'aller à l'hôpital voir sa sœur, que s'il savait quelque chose sur elle, il devait le lui dire. « Nous allons à l'hôpital » l'assura Elias, « mais nous devons parler en chemin. C'est une conversation qui a 40 ans de retard. » Bella glissa dans la voiture, l'intérieur sentant le cuir riche et le bois de cèdre, Elias s'assit en face d'elle, appuya sur un bouton et une séparation s'éleva, les isolant du chauffeur. « Bella » commença Elias, sa voix lourde d'âge et de regret, « vous croyez que votre famille a toujours été pauvre, n'est-ce pas? Vous croyez que votre père était mécanicien et votre grand-père un horloger en difficulté. »« Oui, » dit Bella, « mon grand-père est mort sans le sou, nous avons perdu la maison quand j'avais 10 ans. »« Votre grand-père, » dit Elias, sortant une photo délavée de la poche de sa veste, était Arthur Lefebvre, et il n'était pas juste un horloger, il était l'esprit brillant derrière la technologie qui fait tourner les industries de la cour. Bella le fixa, demandant quoi? Les industries de la cour, la compagnie du père de Vanessa. Ce n'était pas toujours leur compagnie, soupira Elias en lui tendant la photo qui montrait 2 jeunes hommes debout devant un petit garage. L'un était un jeune Elias Thorne, l'autre, souriant largement avec de la graisse sur la joue, était le grand-père de Bella. Arthur et moi avons lancé une entreprise dans les années 70, expliqua Elias, nous étions des innovateurs. Arthur a conçu une unité de microtraitement pour les machines industrielles, c'était révolutionnaire. Nous allions changer le monde, mais nous avions besoin de capital. Alors nous avons fait entrer un partenaire silencieux, un homme avec de l'argent et des relations. Richard Delacour, devina Bella. Son père, corrigea Elias, Laurent Delacour, un requin dans un costume d'humain. Laurent a vu le potentiel de l'invention d'Arthur, il savait qu'elle valait des milliards, mais il ne voulait pas partager, il voulait tout. Elias regarda par la fenêtre les lumières de la ville qui défilaient, expliquant que Laurent avait manipulé les contrats, les avait enterrés sous des failles juridiques, puis avait accusé Arthur d'espionnage industriel, de voler sa propre invention, liant Arthur au tribunal pendant des années jusqu'à ce que son grand-père soit en faillite, et Laurent avait pris le brevet, rebaptisé l'entreprise et bâti l'empire de la cour sur les fondations du génie de son grand-père. Bella se sentit malade, l'injustice de la chose pesait dans son estomac comme une pierre. Donc l'argent de Vanessa, la robe qu'elle portait,
le vin qu'elle a versé sur moi, tout est de l'argent sale, dit Elias sombrement. Chaque centime de la fortune de la cour appartient à la famille Lefebvre, votre famille. Et vous, demanda Bella, le regardant avec trahison dans les yeux, où étiez-vous? J'étais un lâche, admit Elias, sa voix se brisant. Laurent m'a menacé. Il m'a dit que si je me rangeais du côté d'Arthur, il me détruirait aussi. J'ai pris un rachat, j'ai pris un chèque d'1 million de francs à l'époque et je suis parti. J'ai utilisé cet argent pour bâtir mon propre empire, mais je l'ai fait seul. J'ai regardé votre grand-père tout perdre, j'ai regardé votre père lutter, je vous ai regardé vous tuer à la tâche. Pourquoi maintenant? Chuchota Bella, des larmes ruisselant sur son visage. Pourquoi m'aider maintenant? Parce que je suis mourant, dit Elias doucement. La confession resta suspendue dans l'air. J'ai un cancer du pancréas de stade 4, révéla Elias. J'ai peut-être 3 mois à vivre. Quand un homme fait face à son créateur, il commence à regarder le livre de compte de sa vie. J'ai des milliards d'euros, mais mon âme est dans le rouge. Je ne peux pas mourir en sachant que les petites filles d'Arthur souffrent alors que la petite fille de ce voleur traite les gens comme de la boue. Il fouilla dans une mallette à côté de lui et sortit un dossier épais. Ceci, dit Elias en tapotant le dossier, est le brevet original et l'accord de partenariat original. Je l'ai trouvé dans mes archives la semaine dernière. Il prouve que Laurent de la Cour a commis une fraude. Il prouve que 50% des industries de la Cour appartiennent à la succession Lefebvre. Les mains de Bella tremblèrent en touchant le dossier. 50%, c'est des milliards. Elias dit qu'elle n'était pas juste une serveuse, qu'elle était l'héritière de l'une des plus grandes fortunes de France et qu'il allait l'aider à la reprendre. La voiture ralentit jusqu'à s'arrêter. Ils étaient arrivés à la clinique des Lilas. Mais d'abord, dit Elias, ses yeux durcissant, nous avons une guerre à mener. Richard de la Cour sait que je suis impliqué maintenant, il n'abandonnera pas son empire facilement. Il viendra pour vous, il viendra pour votre sœur. Qu'il vienne, dit Bella, un feu nouveau s'allumant dans sa poitrine, pensant à Vanessa riant de ses chaussures, pensant aux mains calleuses de son père, disant qu'elle était prête. L'unité de soins intensifs pédiatriques était calme, sauf pour le bip rythmique des moniteurs. Bella se précipita vers la chambre 402. Poussant la porte, Chloé dormait, elle avait l'air si petite dans le lit d'hôpital. Sa peau pâle et translucide, elle n'avait que 12 ans, la machine de dialyse ronronnant à côté d'elle. Bella caressa les cheveux de Chloé, promettant que tout allait changer. Elias se tenait dans l'encadrement de la porte, regardant respectueusement, disant qu'il avait organisé la venue des meilleurs spécialistes de Suisse pour le lendemain et qu'il avait déjà transféré les fonds pour couvrir sa greffe, qu'elle n'attendrait pas sur la liste des donneurs, qu'il trouverait une compatibilité en privé. Bella se tourna pour le remercier, mais avant qu'elle ne puisse parler, la porte de la chambre s'ouvrit avec un claquement violent. 2 hommes en costume sombre entrèrent, ne ressemblant pas à des médecins mais à des avocats spécialisés dans la destruction de vie, suivis de Richard de la Cour, impeccable dans un costume gris anthracite mais le visage rouge de rage contenue, ressemblant trait pour trait à Vanessa, mais là où Vanessa était mesquine, Richard était prédateur. Alors, ricana Richard, ses yeux allant d'Elias à Bella, c'est le petit cas social qui cause tous les problèmes. Sortez, dit Elias, la voix basse, vous n'avez rien à faire dans cette chambre d'hôpital. J'ai des affaires partout où je dis que j'ai des affaires, claqua Richard, regardant Bella, demandant si elle se croyait intelligente, si elle pensait l'avoir gagnée parce qu'elle avait fait pleurer sa fille et lui avait fait signer un chèque. Il sortit de sa poche un morceau de papier, le chèque que Vanessa avait écrit pour 50 000 €, le déchira en lambeaux et laissa les confettis tomber sur le sol de l'hôpital, déclarant paiement arrêté avec un sourire cruel, ajoutant qu'il venait de parler au conseil de l'hôpital, étant un donateur majeur, et qu'il leur avait dit que s'ils acceptaient le moindre paiement d'Elias Thorne au nom de cette patiente, il retirerait son financement pour toute la nouvelle aile de cancérologie. Des millions d'euros perdus juste pour sauver une petite fille malade. Bella halta, disant qu'il ne pouvait pas faire ça, que c'était un meurtre. C'est les affaires, dit Richard froidement, disant qu'elle avait embarrassé sa fille et l'avait embarrassé lui, que personne n'humiliait un de la cour. Il s'approcha de Bella, la dominant, proposant un marché. Elle signerait un accord de non-divulgation déclarant que l'incident au restaurant n'avait jamais eu lieu, elle s'excuserait publiquement auprès de Vanessa pour le mauvais service et disparaîtrait de Paris. Et si elle faisait ça, peut-être qu'il laisserait l'hôpital traiter sa sœur. Vous êtes un monstre, cracha Bella. Je suis un père protégeant sa réputation, dit Richard, puis il se tourna vers Elias, disant que le vieil homme était fini, qu'il pensait qu'un vieux brevet poussiéreux d'il y a 40 ans lui faisait peur, mais que ses avocats allaient enterrer ça si profondément dans les litiges que le temps que ça voie un tribunal, Elias serait mort et cette fille vivrait dans un carton. Elias ne s'y a pas, s'avançant, se plaçant entre Richard et Bella, disant calmement que Richard avait raison, qu'il serait bientôt mort, ce qui signifiait qu'il n'avait plus rien à perdre, et qu'un homme qui n'a rien à perdre est l'ennemi le plus dangereux qu'on puisse avoir. Elias sortit son téléphone, le vieux BlackBerry. « Que allez-vous faire? Appelez mon père, il est mort », se moqua Richard. Non, dit Elias, j'appelle la presse, appuyant sur un bouton, disant qu'il avait un contact au Monde qui essayait d'obtenir une interview avec lui depuis 15 ans, qu'il ne la lui avait jamais donnée,
mais que ce soir il lui offrait l'exclusivité du siècle, l'histoire de la façon dont l'empire de la cour avait été bâti sur le vol, et qui lui donnait les images de vidéosurveillance du restaurant, celle qui montrait sa fille agressant une serveuse. Le visage de Richard blêmit, demandant s'il n'oserait pas. Et Elias continua, sa voix s'élevant, disant qu'il allait leur dire que Richard de la Cour était actuellement dans une unité de soins intensifs pédiatriques menaçant de laisser mourir une fille de 12 ans d'insuffisance rénale à cause d'une rancune, rappelant que le public aime un méchant mais déteste un tueur d'enfants. Richard serra la mâchoire si fort que Bella crut que ses dents allaient éclater. Connaissant le pouvoir des médias, sachant qu'un scandale comme celui-là ne ferait pas seulement mal à son cours de bourse mais détruirait sa marque. « Vous bluffez », siffla Richard. « Essayez-moi », défia Elias. Pendant un long moment tendu, les deux titans se fixèrent, l'air crépitant d'hostilité, Bella tenant la main de Chloé, priant. Finalement, Richard recula, lissa sa veste, retrouvant son calme, disant très bien qu'il voulait une guerre et qu'il l'avait, mais de ne pas penser que c'était fini, qu'il avait des juges dans sa poche, des sénateurs en numérotation rapide, qu'Elias pourrait gagner le cycle médiatique mais que lui gagnerait la guerre, qu'Elias serait mort dans 3 mois, et regardant Bella avec un sourire qui lui envoya des frissons dans le dos, disant qu'alors elle serait toute seule. Richard se tourna et sortit de la chambre en trombe, ses avocats traînant derrière lui comme des ombres. Bella laissa échapper un souffle qu'elle ne savait pas qu'elle retenait, ses jambes lâchèrent et elle s'effondra sur la chaise à côté du lit de Chloé, chuchotant terrifiée qu'il avait raison, qu'il n'allait pas être là pour toujours et demandant ce qu'elle ferait quand il serait parti, ne sachant pas comment combattre des gens comme lui. Elias posa une main sur son épaule, sa poigne étonnamment forte, disant sévèrement qu'elle avait alors 3 mois pour apprendre, qu'il n'allait pas juste lui donner de l'argent mais qu'il allait lui enseigner, lui apprendre à manier le pouvoir, à négocier, à détruire ses ennemis sans élever la voix, et qu'au moment de sa mort, elle ne serait plus une serveuse, regardant Chloé dormir puis revenant à Bella, affirmant qu'elle serait un requin et que les de la cour ne sauraient pas ce qui les a frappés. Elias marcha vers la fenêtre, regardant la ligne d'horizon de la ville, disant à Bella de se reposer, que demain son entraînement commençait et que la première leçon était simple, ne jamais les laisser voir qu'on saigne. Mais à leur insu, la guerre avait déjà escaladé, car de l'autre côté de la ville, dans le penthouse du plaza de la cour, Vanessa était assise sur son canapé en velours, les yeux rouges d'avoir pleuré, faisant défiler les réseaux sociaux. Voyant un post d'un commis de cuisine de l'épicurien qu'il avait filmé secrètement en train de frotter le sol, la vidéo était virale, des millions de vues, des commentaires la traitant d'ordure, de gamine pourri gâtée et disant que c'était mérité. Elle hurla et jeta son téléphone contre le mur, brisant l'écran, chuchotant avec une voix tremblante de psychose qu'il pensait que c'était drôle, qu'il pensait pouvoir l'humilier. Elle marcha vers son bureau, déverrouilla un tiroir et sortit une petite clé USB argentée, quelque chose qu'elle avait volé dans le coffre de son père des années auparavant, une assurance comme il l'avait appelé, des dossiers sales sur tout le monde à Paris, y compris Elias Thorne. « Tu veux jouer, papy ?» sourit Vanessa, et c'était un regard de pur mal. « Jouons. » 3 mois plus tard, les funérailles d'Elias Thorne furent une affaire calme. Fréquenté seulement par quelques amis proches et le personnel de l'épicurien qu'il avait aimé, il pleuvait, un délavage gris sur Paris qui correspondait à la douleur dans la poitrine de Bella. Debout sous un parapluie noir, Bella Lefebvre avait l'air différente, les cernes sous ses yeux avaient disparu. Sa posture était droite, une colonne vertébrale d'acier, elle portait un manteau noir taillé sur mesure qui coûtait plus cher que son ancien appartement, et à côté d'elle se tenait Chloé, l'air en bonne santé et les joues roses, sa greffe étant un succès complet. « Es-tu prête ?» demanda Chloé en serrant la main de Bella. Bella regarda sa sœur et sourit, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux mais brûlait de détermination, disant qu'elle était prête. Aujourd'hui était le jour, l'assemblée annuelle des actionnaires des industries de la Cour, car avec Elias parti, Richard de la Cour croyait avoir gagné, croyant que le procès mourrait avec le vieil homme, croyant que Bella n'était qu'une fille en deuil sans ressources, mais il avait tort. La salle du conseil des industries de la Cour était une caverne de verre et d'acajou. Richard était assis en bout de table, l'air triomphant, Vanessa assise à sa droite, défilant sur son téléphone, l'air ennuyé mais suffisant. Messieurs, Richard s'adressa aux membres du conseil, avec le décès malheureux d'Elias Thorne, la tentative d'OPA hostile a été neutralisée. Nous pouvons maintenant procéder à l'acquisition du bloc de la Défense. Pas si vite, une voix retentit, les doubles portes s'ouvrirent à la volée. Bella Lefebvre entra. Elle ne portait pas un uniforme de serveuse, elle portait un tailleur-pantalon de puissance cramoisie, la même teinte de rouge que la robe que Vanessa avait portée ce soir-là au restaurant. Elle ne marchait pas, elle glissait, flanquée d'une équipe de 5 avocats et 2 experts comptables judiciaires. Qui la laissait entrer, Richard se leva, furieux, appelant la sécurité. « Asseyez-vous, Richard, » dit Bella. Sa voix n'était pas forte mais elle fit taire la salle. C'était la voix d'Elias sortant de sa gorge, déclarant qu'elle était ici pour représenter la succession Thorne, qu'en tant que seule bénéficiaire du testament d'Elias Thorne, elle contrôlait maintenant sa part de 15% dans cette entreprise, ajoutant cela aux 50% dont son grand-père, Arthur Lefebvre, avait été escroqué. Elle croyait que cela faisait d'elle l'actionnaire majoritaire.
Les membres du conseil altèrent. Vous n'avez aucune preuve de cette fraude, cria Richard, la sueur perlant sur sa lèvre, c'est un conte de fées. En fait, Vanessa intervint en se levant, un sourire méchant sur le visage, disant qu'elle avait raison, qu'elle n'avait pas de preuves, mais qu'elle, Vanessa, avait la preuve d'autre chose. Richard regarda sa fille, confus, lui disant de s'asseoir. Non, dit Vanessa, tenant la clé USB argentée qu'elle avait volée dans le coffre de son père des mois auparavant, se tournant vers Bella, demandant si elle se croyait intelligente, disant que Papy Elias avait des secrets aussi, de sales secrets, et qu'elle allait les jouer pour le monde entier. Vanessa brancha la clé dans l'ordinateur de présentation de la salle de conférence, disant « Dis adieu à ta réputation Bella. Cette clé prouve qu'Elias a détourné des fonds pour payer l'opération de ta sœur. » Bella ne s'y a pas. Elle regarda juste Vanessa avec un air de pitié, demandant doucement si elle pensait vraiment qu'Elias ne savait pas qu'elle avait volé ça. « Tais-toi », Vanessa appuya sur le bouton lecture. L'écran géant derrière Richard s'anima, mais ce n'était pas un tableau de fond détourné, ce n'était pas une vidéo scandaleuse d'Elias, c'était une vidéo de Richard et Vanessa, datée d'il y a 3 mois, l'angle de caméra était bas, enregistré depuis un appareil caché, peut-être un téléphone laissé sur une table, c'était la nuit à l'hôpital. Vidéo Richard disant qu'il avait dit au conseil de l'hôpital que s'ils acceptaient le moindre paiement, il retirerait son financement, des millions perdus juste pour sauver une petite fille malade. Vidéo Richard disant que personne n'humiliait un de la cour et qu'il avait des juges dans sa poche. La salle du conseil devint mortellement silencieuse, les membres du conseil fixaient avec horreur Richard de la cour devant la caméra, admettant la corruption, le chantage et la menace de mort sur un enfant, mais la vidéo ne s'arrêta pas là. Elle coupa vers un nouveau clip, celui-ci vieux de plusieurs décennies, des images granuleuses d'un Richard de la cour plus jeune se disputant avec son père, Laurent. Vidéo Laurent disant qu'ils avaient volé le brevet et que si Arthur Lefebvre découvrait un jour qu'ils avaient forgé sa signature, ils iraient en prison. Vidéo Richard disant qu'il ne découvrirait rien, qu'il était un moins que rien et qu'il l'enterrerait. Vanessa halta, reculant de l'écran, disant non, que ce n'était pas possible, qu'elle avait pris le mauvais fichier. Vous avez pris exactement ce qu'Elias voulait que vous preniez, dit Bella en s'avançant, expliquant qu'il savait qu'elle fouinait, qu'il avait planté cette clé dans le coffre il y a des années, attendant le jour où un de la cour serait assez arrogant pour essayer de l'utiliser. Bella se tourna vers le conseil, disant « Messieurs, vous venez d'être témoins de preuves indéniables de fraude, de détournement de fonds et de négligence criminelle, la famille Lefebvre reprend son héritage. » Elle regarda Richard qui s'était effondré dans sa chaise, vaincu, et dit « Richard de la cour, vous êtes viré. »« Vous ne pouvez pas, » chuchota Richard. « Je viens de le faire, » dit Bella. « La sécurité attend pour vous escorter dehors. La police attend dans le hall pour discuter des accusations de corruption. » Elle se tourna vers Vanessa qui tremblait, les larmes ruinant son maquillage, suppliant Bella, disant qu'elle ne savait pas, qu'elle était de la famille, qu'elle ne pouvait pas la laisser sans rien. Bella regarda la fille qui avait versé du vin sur elle, la fille qui s'était moquée de ses chaussures, la fille qui avait essayé de laisser mourir sa sœur, et dit froidement qu'elle avait raison, qu'elle ne la laisserait pas sans rien. Elle fouilla dans son sac et sortit un morceau de papier froissé, c'était une demande d'emploi, disant qu'elle possédait l'épicurien maintenant et qu'il manquait de personnel, qu'ils avaient besoin d'un plongeur, salaire minimum, pas de pourboire. Elle laissa tomber la demande aux pieds de Vanessa, lui disant de commencer au bas de l'échelle, d'apprendre ce que signifie gagner 1 euro, et que si elle travaillait dur, peut-être que dans 5 ans, elle la laisserait servir de l'eau. Bella leur tourna le dos et regarda par la fenêtre la ligne d'horizon de la ville, sachant que quelque part Elias regardait, et que quelque part son grand-père Arthur souriait, la lionne avait rugi et la jungle était enfin calme. La chute de la famille de la cour fut rapide et brutale. Richard fut condamné à 10 ans de prison pour fraude et corruption, ses biens furent saisis pour rembourser la succession Lefebvre. Bella ne prit pas simplement l'argent pour s'enfuir, elle créa la fondation Thorne Lefebvre, une charité dédiée au paiement des factures médicales pour les familles qui ne pouvaient pas s'offrir des traitements vitaux, s'assurant qu'aucune sœur n'aurait jamais à pleurer sur une facture à nouveau. Quant à Vanessa, si vous allez à l'épicurien aujourd'hui, vous pourriez la voir. C'est celle au fond qui porte des gants en caoutchouc surdimensionnés. Frottant la graisse des casseroles, elle ne porte plus de Versace. Elle porte un uniforme blanc taché de savon et de dur labeur. Elle ne parle pas beaucoup, mais de temps en temps, quand un client impoli claque des doigts vers un serveur, Vanessa tressaille, car elle comprend enfin le poids du plateau d'argent. Le karma ne vient pas toujours rapidement, mais quand il vient, il paie la totalité.